Donc, on va commencer par se présenter. Je suis Valérie Brunier, directrice de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit. Sylvie Izy, cadre de santé, médecine, SSR, soins palliatifs et plateau technique de rééducation. Et Isabelle Elie-Dordet, je suis la directrice des soins. Et Tanguy. Et bonjour à tous, je suis Tanguy Domange, pharmacien gérant de l'hôpital et président de la communauté médicale. Donc, on souhaitait faire cette présentation peut-être pour dire qu'on peut être engagé de façon institutionnelle, collective et pour embarquer l'ensemble des professionnels d'une institution. Donc, l'hôpital de Pont-Saint-Esprit s'est engagé dans cette démarche en fin 2022 et on va commencer par vous présenter un peu l'établissement pour aller ensuite vers notre projet collectif. Donc, Tanguy, je vous laisse la parole. Oui. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser de ne pas être présent avec vous. Mais on a une activité tellement importante à l'hôpital aujourd'hui que je n'ai pas pu me libérer et venir jusqu'à vous. Mais ça me semblait vraiment important de participer à cette présentation en tant que président de CME. Parce que si on veut vraiment impulser cette démarche, il faut absolument que le binôme direction-président de CME soit à fond et porte ensemble cette démarche. Et après, je pense qu'il y a tout le monde qui suit. Alors donc, moi je me situe à Pont-Saint-Esprit, petite ville d'environ 10 000 habitants, située à l'extrême est de la région Occitanie, limitrophe avec PACA, Rhône-Alpes. Donc nous faisons partie d'un GHT Cévennes-Gare-Camargue, avec un établissement support qui est le CHU de Nîmes. Et nous travaillons en collaboration avec tous les établissements autour de nous, dont l'établissement de Bagnols-sur-Cèze. Nous travaillons en étroite collaboration avec la CPTS de notre territoire et nous sommes labellisés hôpital de proximité. Donc je pense que nous pouvons dire que nous sommes un établissement ouvert sur l'extérieur. Alors par rapport à la structure de l'établissement, cet établissement se partage en un site hospitalier principal et 4 résidences pour personnes âgées, pour un total de 514 lits, 291 lits d'EHPAD, 50 lits SRCR, une HAD, des soins palliatifs, un accueil de jour et des accueils UHR, PASAC en tout. Alors la situation, donc un hôpital comme vous l'avez peut-être connu chez vous aussi, qui était dans une ambiance de tempête avec un équilibre qui devenait de plus en plus précaire et qui était à la limite à des moments d'être rompu. Et on a regardé, on avait eu un baromètre social qui était en 2019, qui était en demi-teinte. En demi-teinte, pourquoi ? Parce que on avait 75% des professionnels qui nous disaient qu'ils étaient investis, qu'ils se sentaient bien, enfin qu'ils avaient envie vraiment de travailler dans cet hôpital. Avec, ils exprimaient quand même une possibilité d'autonomie dans cette structure. Et ce qui nous a alertés, c'est par contre, on avait un score anxio-dépressif qui est passé, qui était à niveau 3 à la précédente coupe et qui a été passé à 10,4 avec une charge physique exprimée, une charge mentale très importante. Donc nous, on en a fait le parallèle que de personnel surinvesti, voilà, mais quand même un score alarmant. Pourquoi un hôpital aussi dans la tempête ? Une augmentation de l'absentéisme qui est vraiment montée chez nous à un taux de 9%, qui n'était pas l'habitude. Et puis, sous-effectif que vous avez connu, avec des tensions très importantes au niveau des infirmières. Et ça a entraîné une charge aussi, une explosion au niveau de l'intérim, puisqu'on était passé de 52 000 euros à 154 000 euros, enfin, à chaque fois, pour essayer de combler. C'est rajouté à ça, parce que vous avez tous vécu la crise Covid, et là, épuisement des professionnels, une explosion des heures supplémentaires, une perte de sens dans le travail, et des tensions dans les équipes. Tensions aussi parce que les conséquences de l'obligation vaccinale a créé aussi beaucoup de tensions dans les équipes. Et on a eu des départs d'infirmières qui n'étaient pas anodins pour notre structure, parce qu'entre 4 et 5 infirmières qui sont parties, alors qu'on est autour de 40-45 IDE, c'était important. Donc là, il était vraiment important de partir sur autre chose, et on était obligé de changer la vision de l'hôpital. Alors par rapport à cette nécessité de changement, on a conduit une réflexion
et notamment avec le président de CME, sachant que pour ma part, j'avais participé au travail avec Philippe Colomba sur l'Observatoire national QVT, que j'étais déjà très sensibilisée à la démarche participative. Et du coup, j'ai proposé au président de CME d'embarquer tout l'établissement dans cette démarche. Je dois reconnaître qu'il y avait quand même un terreau assez favorable d'autonomie au travail et de plus-value, de bonne volonté des professionnels. Je n'ai pas eu de mal du tout à convaincre le président de CME qui m'a dit « on part, c'est génial, on y va ». Donc d'entrée, ça a été très facile. Ensuite, l'équipe de direction, pareil, même enthousiasme pour rentrer dans cette démarche. Les cadres de proximité. Donc l'objectif, ça a été vraiment de mettre à contribution l'ensemble des managers, qu'ils soient médecins ou non médecins. Et on a obtenu un consensus très rapide suite à la réalisation des instances où l'avis a été donné majoritairement pour basculer sur cette démarche. On a effectué une communication très large au sein de l'établissement, mais au-delà, dans la presse, dans les équipes, pour valoriser un petit peu tout le monde et que tout le monde se sente partie prenante dans l'engagement collectif. Pour apporter des outils, on a sollicité Philippe Colomba et Evelyne Véchambre qui sont venus nous former pendant 2 jours. Ils ont formé tous les cadres de l'établissement, médicaux et non médicaux, avec le respect, puisqu'il y avait plusieurs sessions, des binômes médecins-cadres, pour que chacun ait la même parole, rentre dans la même philosophie de fonctionnement et essaye d'impulser un petit peu la même chose sur tous les services. Le maître mot par rapport donc à cette initiative, c'était aussi de prendre en compte l'écoute de chacun, la différence de chacun. Alors juste pour avoir votre avis, quelqu'un connaisse peut-être cette expérience, j'aurais voulu savoir parmi vous, dans la salle, qui voit cette basket vert et beige. Qui la voit gris et turquoise. Qui la voit blanc et rose. Voilà. Alors, pourquoi cette expérience? C'est que, au-delà de l'aspect visuel, ça nous prouve qu'on n'a pas tous la même perception des choses et que légitimement, on peut percevoir les choses de façon complètement différente et que pour autant, on n'a pas tort. Et le problème souvent à l'hôpital, c'est qu'on doit rentrer dans un schéma prédéfini, dans des règles, et qu'on soit d'accord ou pas, notre parole ne compte pas. Aujourd'hui, la philosophie, c'est de dire la parole de chacun est légitime. On ne voit pas les choses de la même façon, évidemment. Il ne faut pas le voir de façon négative. Au contraire, c'est comme ça qu'on va construire un collectif. Parce que tous ensemble, avec nos propres idées, nos propres valeurs, on va réussir à enrichir justement les fonctionnements des équipes. Donc on part sur ces bases-là. Et l'objectif pour chacun, ça va être de pouvoir se construire collégialement, collectivement, sur cette philosophie. Donc la mise en place de cette démarche participative, c'est basé sur un fondement assez simple, c'est que chaque professionnel de l'établissement va devenir acteur dans son service. L'objectif, il est simple, c'est de bouleverser le rapport de force par rapport à une approche suivante. À chaque problème, il existe une solution et chaque professionnel devient force de proposition. Vous pouvez poser comme question, et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et vous, dans l'équipe, qu'est-ce que vous proposez? Donc ce bouleversement se traduit par le fait que le binôme cadre-médecin notamment va apprendre à ne plus résoudre seul les problématiques posées et va devenir facilitateur d'idées en précisant évidemment le cadre réglementaire et en recueillant et en portant les propositions d'équipe. À partir de là, le binôme directeur-président de CME va s'engager à accepter toutes ces propositions et à les mettre en œuvre sans valeur de jugement. À partir de là, se met en place réellement une relation de confiance entre tous les acteurs. Alors, il y a de nombreuses initiatives qui, à la base, n'étaient pas prévues dans le projet d'établissement. Comme, je vais vous donner un exemple, c'était un médecin de chez nous, le docteur Masson, qui est spécialisé en soins palliatifs,
qui trouvait qu'il y avait trop de patients qui allaient malheureusement décéder dans les services des urgences. Alors lui, il s'est un petit peu révolté, il n'a pas compris pourquoi, donc il a décidé, avec la psychologue du service, de faire le tour de tous nos établissements médico-sociaux, d'écouter les équipes, que ce soit les aides-soignants, les infirmiers et les médecins coordonnateurs, pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. À partir de ce constat qu'il a fait, il a mené un véritable audit sur tout notre hôpital, et donc il s'est installé en fait en tant que médecin coordonnateur dans la prise en charge des patients en fin de vie et en apportant des formations. Alors je vous parle de cet exemple-là parce qu'il n'y a pas forcément de valorisation financière à ce rôle-là. Il y a une véritable plus-value pour nos soignants, pour nos résidents à mourir dignement dans leur lieu de vie, et également pour les familles qui sont vraiment très satisfaites malgré qu'il n'y ait pas de valorisation financière. Donc avec l'impulsion de cette démarche, il y a de nombreux groupes de travail qui se sont mis en place et qui sont aujourd'hui en constante augmentation, donc sur des thématiques assez transverses comme la conduite à tenir en cas de chute, comme la prise en charge des plaies, comme également même sur le manuel de la qualité de prise en charge médicamenteuse, plein d'exemples où on demande à tout le monde de réfléchir, de travailler en groupe, et tout ceci permet de valoriser les différents acteurs et de libérer la parole individuelle. Au-delà de ça, au niveau institutionnel, ce que nous avons mis en place avec la direction, c'est un projet d'intéressement collectif. Donc ce projet permet de mobiliser les équipes en valorisant leurs initiatives collectives par l'octroi d'une prime d'intéressement collectif. Donc c'est une démarche projet bien définie avec des objectifs prioritaires à respecter. Donc il y a favoriser la cohésion d'équipe, garantir un management participatif, proposer un projet répondant à des prioritaires institutionnelles telles que la qualité et la sécurité des soins, s'inscrire dans une démarche de développement durable, respecter la réglementation, renforcer la qualité du service rendu, améliorer la QVT et respecter un dialogue social apaisé. Donc seuls les projets qui font consensus au sein de l'équipe, c'est-à-dire qui obtiennent l'adhésion de la majorité de l'équipe, sont retenus. Et nous fournissons un support méthodologique qui est proposé aux équipes, qui est une trame de projet très simple et très facile à remplir. À la suite de ce dépôt de projet, un comité d'experts se réunit pour valider la conformité des projets. Donc, il est composé du président de CME, de ma vice-présidente, de l'équipe de direction au complet, de la cadre supérieure de santé et de la directrice des soins, et des différents représentants du personnel. Et donc, ces projets sont validés au niveau des instances. Donc, en 2022, 18 projets d'intéressement collectif ont été déposés sur le centre hospitalier. Ils ont concerné tout le personnel, aussi bien les soignants que le personnel administratif et technique. Ils ont été donc déposés en mai 2022, étudiés par le comité d'experts dont Tanguy vous a parlé en juin. Et les projets qui ont été validés par ce comité, tous les participants ont donc reçu une prime d'intéressement collectif sur la paie de juillet. Les projets sont variés, ils s'intéressent aussi bien aux conditions de travail des soignants, le passage des IDE sur le secteur sanitaire en 12 heures au lieu de 7h30, qu'à l'accueil de nos patients et de nos résidents, transformation de petits salons en lieu de cocooning, en boutique, enfin voilà. Une évaluation de cette démarche participative a été faite à 4 mois. Avec donc on a remarqué une mobilisation très forte des binômes, cadres, médecins, avec 83% des professionnels du centre hospitalier qui sont déjà impliqués dans un projet de démarche participative, des staffs pluridisciplinaires qui avaient déjà lieu de façon hebdomadaire en sanitaire, se développent maintenant sur le secteur médico-social. Des staffs de débriefing que nous appelions staff de débriefing, que maintenant nous appellerons soutien aux soignants, sont pratiqués aussi dans les services. Des discussions en temps informel sont organisées avec le médecin, le cadre, le psychologue sur des thématiques diverses, des décès subits, des prises en soins de fin de vie, des morts subites, des évitabilités de transfert aux urgences. Donc, il est clair qu'à Pont-Saint-Esprit, le management participatif améliore la qualité de vie des patients, des résidents, mais aussi de l'équipe, par la reconnaissance, par l'implication et par la parole partagée. Les professionnels deviennent acteurs du changement et l'acceptent donc d'autant mieux.
Les perspectives pour cette année, c'est donc une présentation de nouveaux projets au comité d'experts en juin, une évaluation en octobre des projets existants, soit avec une prolongation de ces projets, ils peuvent se dérouler sur 3 ans, ou une clôture s'ils sont finalisés, et donc une évaluation globale de toute cette démarche. Donc les freins, comme partout, hein, il y a des freins à tout joli projet sur le papier et sur l'écran qu'on vous présente. Donc ce qui ressort dans ces freins, voilà, ce qui est ressorti en écoutant les équipes, voilà. Comment ? Plus vite, mais je vais essayer de faire. C'est la dernière diapo, donc ça va aller plus vite. Hein. Mais alors, le manque de temps, voilà ce qui ressort, le manque de temps. Hein, voilà, et là, on me presse, donc vous avez la preuve en direct d'un grand frein. Après, c'est vrai qu'on a bien entendu ce qu'il fallait faire les 3 tours. Donc ça, on avait bien entendu, on fait le tour des besoins, des propositions, décisions. Ça n'a pas encore bien marché. On voit qu'on est encore trop jeune dans la formation et qu'il nous faudra encore une prochaine session. Donc ça, c'est bien pour Philippe. Il va revenir nous voir dans le sud. Ensuite, la démarche projet, s'il y a des médecins dans la salle, on recrute parce que c'est la faiblesse des binômes, mais des fois, c'est parce qu'il nous manque des médecins. On a des cadres un peu seuls. Et puis, on est dans un changement de culture parce que c'est bien de vouloir impliquer les professionnels, mais ils nous disent, mais attendez, mais pourquoi vous me demandez c'est à vous de décider, c'est pas moi d'habitude. Donc là aussi, il faut se mettre que c'est pas inné, ça. Et puis l'importance aussi, même pour tout projet, de fixer le cadre. Hein, parce que même si on est dans le participatif, il faut quand même donner les règles de départ. Et on ne part pas dans tous les sens. Et on rappelle aussi la réglementation par rapport à ça. Donc là, j'ai fini et je termine juste avec la dernière diapo. Voilà, et c'est fini. Voilà. On a le temps très rapidement pour une question. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que par hasard, il y en a en visio qui voudrait poser une question ? Ah bon ? Comment ça, c'est pas possible ? Vous avez gagné 1 minute. Ouais. Bon, alors, il y a quelqu'un qui a une question ? Moi, j'en avais une. Vous avez parlé au début des scores anxio-dépressifs qui étaient avec une forte augmentation de ce score anxio-dépressif. Je présume que vous allez finalement l'inclure dans votre évaluation. Oui. Ouais, ça va être hyper intéressant finalement de voir l'évolution de ce score. Et ça va vraiment être un marqueur objectif de tous les points positifs que vous voyez déjà. Déjà, en première évaluation, le seul indicateur qu'on ait, c'est qu'au niveau de l'absentéisme, hein, puisqu'on est en train de faire notre RSU, on a à nouveau une baisse de l'absentéisme. Donc après, il n'y a plus la crise Covid est atténuée, etc. Hein, c'est peut-être pas le seul facteur, mais en tout cas, on a une baisse significative de l'absentéisme cette année. À suivre. Merci beaucoup.